Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter, je vais vous présenter donc le rapport Réduire la dette de la France, enjeux macroéconomiques et distributifs, qui a donc été coécrit avec mes collègues de l'IMIP, François Langot, Selma Malberg, Fabien Tripier et Jean-Olivier Hérault. Donc pour commencer un peu de contexte, donc comme on peut voir sur ce graphique, donc le ratio des recettes publiques sur le PIB a plutôt augmenté depuis les années 70. On sait que c'est plutôt positif pour la dette, mais le problème c'est que les dépenses ont augmenté beaucoup plus fortement. D'accord ? Donc alors qu'on était très proche à la fin des années 70, en 2024, le déficit public est à 5,8% du PIB. Et donc, forcément, ça pose de soucis pour la dette. Donc si par exemple, on part du niveau de la dette en 1994, donc qui était à 57% du PIB, et à partir de là, on ajoute le déficit primaire sur le PIB, on arriverait légèrement au-dessus de 100% du PIB. Mais bien sûr, pour arriver au niveau exact de la dette, il faut ajouter son coût, c'est-à-dire le niveau R-G, l'écart entre le taux d'intérêt et le taux de croissance, d'accord ? C'est-à-dire l'impact de la macroéconomie sur l'évolution de l'endettement. On peut voir que la dette est plus élevée que le cumul des déficits primaires. Ce qui veut dire que ce coût a été plutôt, que ce R-G a été positif, supérieur à 0, et donc ça a conduit à une augmentation de la dette. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les 4 dernières années, si vous voulez, la tendance, la pente de la courbe bleue est assez forte. Ce qui montre qu'on a eu de forts déficits primaires, mais malgré tout, la dette n'a pas augmenté. Donc, sur ces 4 dernières années, on a eu un R-G qui était négatif, et donc le gouvernement français a pu profiter d'un contexte macroéconomique à son avantage pour ne pas diminuer les déficits primaires. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'on a un déficit tous les ans, d'accord, peu importe la conjoncture économique, et donc ce qui a le ratio dette sur PIB, plus ou moins toutes les années, en tout cas sans aucune baisse durable, et bien qu'on ait une conjoncture favorable sur les dernières années, maintenant, la conjoncture devient beaucoup moins favorable. On a une hausse des taux d'intérêt nominaux sur la dette, avec une inflation qui reste faible et un niveau de la croissance du PIB qui est très faible, 0,7% prévu pour 2025 par exemple. Et donc finalement, pour le gouvernement, il devient beaucoup plus dur de contenir la dette en profitant de la conjoncture économique. Il y a vraiment une nécessité de faire diminuer les déficits primaires, de mettre en place une consolidation budgétaire. D'autant plus que la Commission européenne met la pression sur le gouvernement français avec son nouveau pacte de croissance et de stabilité qui force d'une certaine façon le gouvernement français à proposer un chemin crédible de réduction de la dette publique. Donc c'est pour ça que les gouvernements, donc le gouvernement Bayrou a passé en 2025 une loi de finances avec une baisse des dépenses de 35 milliards, que 40 milliards supplémentaires de baisse des dépenses sont prévus pour 2026, etc. Le problème quand on veut faire une consolidation budgétaire, c'est que ça marche pas. D'accord ? Il y a 2 problèmes principaux. Donc le problème, c'est qu'on peut avoir un impact récessif extrêmement fort. D'accord ? Donc il y a certaines dépenses, quand on les enlève, eh bien, tout simplement le PIB va baisser énormément. Ce qui fait que le ratio dette sur PIB ne baisse pas, ce qui est très problématique. Le deuxième problème, c'est que ça peut amener à une accentuation des inégalités. Et donc ce qui peut amener à des mouvements sociaux, à des changements de gouvernement aux élections suivantes, et donc, par exemple, à compromettre, en général, la continuité de ces programmes. Cette consolidation budgétaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un nouveau modèle, qui est le modèle CEPRE-ANC, donc CEPRE pour CEPREMAP, et ANC, qui est l'acronyme anglais de modèle néo-keynésien à agent hétérogène, qui va nous permettre de prendre en compte correctement ces 2 aspects. Donc on va pouvoir prendre en compte correctement l'impact de chaque poste des dépenses, sur le PIB ou sur d'autres variables. On aura des multiplicateurs fiscaux précis, contrairement aux anciens modèles. Et vu qu'on a un grand nombre d'agents dans le modèle, on va pouvoir regarder finalement quels seront les effets distributifs de ces différents programmes. Et donc avec notre modèle CEPRE-ANC, on va être capable de déterminer plusieurs agrégats, par exemple le PIB, l'inflation, le niveau salarial, le niveau de l'emploi ou la consommation, etc. Différents mesures d'inégalité, salariale, patrimoniale ou de consommation, et les taux d'intérêt. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir prévoir l'évolution de ces agrégats et de ces inégalités lorsque le gouvernement va mettre en place sa consolidation budgétaire. D'accord ? Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va être capable, dans le même contexte macroéconomique, d'autres scénarios.
D'accord? Par exemple, que se passerait-il si on ne mettait pas en place de consolidation budgétaire? Que se passerait-il si on mettait en place la même baisse des dépenses publiques, mais avec l'introduction d'une règle budgétaire? Ou alors si on faisait la même baisse des dépenses, mais avec une différente répartition sur les différents postes de dépenses pour voir s'il y a moyen de soutenir la croissance et contenir les inégalités. Alors quel est le scénario de référence qu'on va prendre? C'est le scénario. Donc l'idée du gouvernement, c'est que d'ici 2029, le niveau de déficit sur PIB devrait baisser à 2,8% du PIB. D'accord? Et ce, avec des recettes plus ou moins constantes. Donc ce qui force le gouvernement à diminuer ses dépenses. D'accord? Puisque les dépenses publiques qui étaient à 57,3% du PIB en 2025 devraient donc baisser jusqu'à 54,4% en 2029. Donc ça, pour le gouvernement, ça consiste en une baisse de 35 milliards, puis 40 milliards en 2026, et ensuite autour de 25 milliards supplémentaires chaque année à partir de 2027. Les conséquences sur la dette d'un tel programme, c'est que la dette qui est à 113% en 2024 devrait augmenter jusqu'à 118,1% en 2027, puis se stabiliser et baisser légèrement pour s'établir à 117,2% en 2029. Donc, dans ces deux, dans les prévisions que fait le gouvernement dans le PSMT ou le rapport, il fait aussi des prévisions donc, sur les finances publiques, mais aussi sur un certain nombre de variables macroéconomiques, d'accord, telles que le PIB, l'inflation, le taux d'intérêt, le niveau de l'emploi, du salaire, au niveau de la dette. Et donc, ce qu'on va faire avec notre modèle, c'est qu'on va reproduire les prévisions du gouvernement pour 15 variables macroéconomiques et de finances publiques. Et donc, pour cela, on va ajouter au modèle 15 aléas conjoncturels, tels que le niveau d'épargne des ménages, le taux de marge des entreprises, des travailleurs, etc. Et donc, avec ces 15 aléas, on va être capable de reproduire parfaitement les prévisions du gouvernement. Et donc, ça va nous permettre d'avoir une idée de, notamment, la crédibilité des prévisions. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire de plus intéressant avec notre méthode, c'est qu'on va estimer donc, ces différents aléas conjoncturels. On va estimer l'heure sur le passé, donc on va obtenir une distribution des aléas possibles, faire des prévisions du ratio dette sur PIB, notamment. Donc on va considérer que le gouvernement est capable de maîtriser ses dépenses telles qu'il le dit. Donc s'il dit qu'il va faire baisser ses dépenses, il va le faire. Mais par contre, il n'est pas capable de maîtriser ce qui va se passer d'un point de vue macroéconomique. D'accord? Et donc, on va faire des tirages dans l'ensemble des aléas privés qu'on a identifiés lors de notre estimation, et on va obtenir une distribution des prévisions du niveau de dette sur PIB. Par exemple, on va pouvoir savoir quel est le niveau de la médiane de ces tirages, et avoir différentes mesures du risque d'accroissement de la dette. Le niveau de dette sur PIB dépassé par 25% des tirages. Donc finalement, avec cette méthode, le scénario du gouvernement, donc les prévisions du gouvernement, ce n'est qu'une réalisation particulière de la chronique de ces aléas conjoncturels. Et finalement, on peut décider si le scénario est optimiste ou non. Et il sera optimiste si le ratio de dette sur PIB prévu par le gouvernement est en dessous de la médiane de nos prévisions. Donc ça, c'est le graphique du ratio dette sur PIB jusqu'en 2029. En noir, on a la prévision du gouvernement. En rouge, la médiane de la distribution. En bleu, le plus foncé, les 50% des réalisations les plus probables, et en bleu plus clair, les 68% des plus probables. Donc on peut voir que les prévisions du gouvernement sont assez proches de la médiane, donc c'est assez crédible. Attention, c'est crédible, ça veut dire que si le gouvernement baisse ses dépenses telles qu'il annonce, dans ce cas, oui, c'est probable que la dette atteindra plus ou moins le niveau. D'accord ? On peut même voir qu'au début de la période, en 2025 notamment, le gouvernement est plutôt pessimiste, puisqu'il annonce une dette qui est au-dessus de notre médiane. Donc il a de bonnes raisons d'être pessimiste, puisqu'on a un taux d'épargne qui est élevé, on a un niveau du PIB qui est plutôt faible, en tout cas c'est plus pessimiste par rapport à ce qu'on a eu dans le passé. Par contre, lorsqu'on s'approche de 2029, la médiane passe au-dessus de la prévision du gouvernement, donc la médiane est un point au-dessus, donc le gouvernement est un. Donc même si c'est crédible, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a tout de même un risque qui reste. D'accord ? On a 25% de chance pour que la dette soit au-dessus de 127% du PIB en 2029. Notamment, un des risques importants, c'est le risque autour
autour du taux d'épargne. Le taux d'épargne est actuellement très élevé, autour de 19% des revenus qui sont épargnés, alors qu'historiquement, c'est plutôt autour de 16-17%. Et donc, ce que notre modèle révèle, c'est que pour qu'on qui ait bien lieu à partir notamment de 2027, eh bien, on a besoin d'une baisse de ce taux d'épargne. Or, il y a un certain nombre d'études, d'institutions, qui considèrent qu'il est peu probable que ce taux d'épargne baisse à court ou moyen terme. Et donc, avec ces graphiques, on vous montrer ce qui se passerait si finalement le taux d'épargne ne baissait pas. Donc, à chaque fois, sur tous les graphiques que je vais vous montrer, la ligne en trait plein, c'est donc le scénario de la consolidation fiscale du gouvernement. Et donc ici, l'autre ligne en tiré, donc c'est le de l'épargne. Et on peut voir donc sur le graphique de gauche qu'on aurait donc une forte baisse du niveau du PIB, notamment en 2028, où il ne serait que de 0,7% au lieu de 1,4%. Et donc forcément, cette baisse du PIB amènerait à une hausse du ratio dette sur PIB de 3,2 points, et donc il s'établirait à 120,4% en 2029. Donc une fois qu'on a dit ça, un point important, ce serait de voir que pourrait-il se passer si on n'avait pas de consolidation budgétaire finalement. Donc on peut voir à gauche, sur le graphique de gauche, que sans consolidation budgétaire, le PIB serait autour de 1,4 par an, au lieu de 1,24 dans les prévisions du gouvernement, en moyenne par an. Et donc c'est notamment parce que s'il n'y avait pas de consolidation budgétaire, il y aurait plus de consommation publique et donc plus de demandes pour les biens des entreprises françaises. Si on regarde maintenant le graphique qui est tout à droite, qui est notre mesure des inégalités, donc qui représente le ratio des inégalités de consommation entre les 2% des individus les plus riches et les 10% les plus pauvres, on peut voir que sans consolidation, donc ce ratio se maintiendrait à son niveau, donc à autour de 4,4, alors qu'avec la vers 4,9, parce qu'on a notamment moins de transferts qui favorisaient les personnes les plus pauvres. Mais par contre, ce qui est crucial quand même, c'est qu'il faut voir le graphique du centre, donc le niveau de dette sur PIB, et on peut voir que si on ne mettait pas en place cette consolidation budgétaire, eh bien la dette exploserait. On serait 10 points au-dessus en 2029, autour de 127%. Donc on voit bien que la consolidation budgétaire est nécessaire, mais ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est est-ce qu'on peut faire mieux. Dans le plan du gouvernement, cette consolidation budgétaire se fait de manière discrétionnaire. À tout moment, le gouvernement peut changer d'avis, peut changer les sommes en jeu, ou changer quel poste est changé. Donc une autre option, ce serait de mettre en place un frein budgétaire légal. Donc l'idée du frein budgétaire légal, c'est donc, on mettrait une règle qui serait donc légale, qui serait obligatoire pour le gouvernement, sous la forme d'un frein, c'est-à-dire que, à chaque fois que, à partir du moment où la dette est trop élevée, la cible, eh bien, dans ce cas, le gouvernement est forcé par la loi à diminuer ses dépenses. Et on va considérer que, évidemment, que la dette aujourd'hui est trop élevée. Donc, les agents vont anticiper une baisse tendancielle des dépenses tant que la cible n'est pas atteinte. Donc, sur le moyen terme, les agents vont savoir que le gouvernement va être obligé de baisser ses dépenses. Et dans notre cas, on va calibrer ce frein pour que la baisse des dépenses soit le même montant que, ce que le gouvernement prévoit. Donc, ici, notre règle s'applique au déficit, ce serait notre règle. Et ce qui est crucial, c'est que cette règle doit avoir valeur de loi. C'est la seule manière pour que réellement elle soit intégrée dans le comportement, dans la décision des agents. Et donc, que se passe-t-il si on met en place ce frein? Donc, c'est la courbe en pointillé. Donc, lorsqu'on met en place le frein, le PIB est plus important. Donc, pourquoi est-ce que le PIB est plus important? Principalement parce que les agents vont des dépenses sur le futur, ils vont recevoir moins de transferts, notamment moins de transferts publics, et donc ils vont travailler plus pour compenser cette baisse de revenus. Donc ça va nous amener à une croissance autour de 1,37% par an, contre 1,24% dans le scénario du gouvernement. Le ratio dette sur PIB serait un peu plus faible, de 1,2 points, puisque le PIB serait plus important. Et au niveau des inégalités, ça ne changerait pas grand-chose, notamment, surtout si l'on regarde en 2029. Et maintenant, si on reprend notre graphique de risque, donc les 50% des réalisations les plus probables dans le cas du scénario du gouvernement, et le cône en rouge, c'est dans le cas du scénario du gouvernement, mais avec la règle. Et on voit qu'avec la règle, le risque à la hausse de la dette est diminué. L'incertitude autour de la médiane diminue, parce qu'on a une réduction automatique des dépenses qui amortit l'impact du cycle économique.
Donc par exemple, si on prend la mesure du risque qui serait donc la probabilité de dépasser 120% en 2029, que trouve-t-on? Eh bien, on trouve que si on met en place une règle, il y a 43,5% de chances. Sans règle, ce serait 45,6%. Un dernier exercice qu'on peut faire, c'est de voir finalement que se passe-t-il si on fait l'ensemble des dépenses, de baisse des dépenses sur un poste à des dépenses publiques en particulier, pour avoir une idée finalement de l'impact de chaque poste. Alors là, on va faire trois options. Donc la première, c'est une baisse de la consommation. Donc c'est pas très bien, je ne sais pas sur les graphiques, mais c'est la courbe avec des tirets et des points, donc c'est celle qui est la plus en bas au niveau du PIB. Et on voit donc on a un PIB qui est beaucoup plus faible. Croissance du PIB à 0,86 par an contre 1,24. Voilà, c'est encore cette idée qu'il y a moins de consommation du gouvernement, donc il y a moins de demandes pour les biens français. Donc au niveau du ratio dette sur et donc on arrive à stabiliser la dette malgré tout, mais à un niveau plus élevé. D'accord, on est 2 points au-dessus par rapport au plan du gouvernement. Par contre, concernant les inégalités, donc on est plutôt en dessous, c'est le deuxième le plus bas, hein, et donc on arrive à limiter la hausse des inégalités en faisant l'effort fiscal sur la consommation publique. Notre deuxième scénario, c'est de faire diminuer que les transferts, mais l'ensemble des transferts, donc c'est le scénario qu'on appelle T. Et dans ce cas, on va avoir une augmentation du PIB, donc c'est le scénario avec les tirets, une augmentation du PIB puisque voilà, on aura moins de transferts, donc les gens vont se mettre à travailler plus, et donc la croissance va passer à 1,56% par an. Donc pour le PIB, pour la dette sur PIB, pardon, c'est la courbe la plus en bas. On a une diminution du niveau de dette sur PIB. C'est très mauvais. Les inégalités, c'est la courbe la plus en haut sur le graphique de droite. Et donc, parce que ces transferts, notamment des transferts d'assistance, tels que les aides familiales, les aides au logement, etc., ce sont des revenus qui sont très importants pour les personnes qui ont un revenu le plus faible. Ils ne sont pas capables de compenser par une épargne, ils ont peu d'épargne, et donc leur consommation va diminuer fortement. Le cas qu'on étudie, c'est le cas où l'ensemble des dépenses se fait sur les transferts bismarckiens. Donc les transferts bismarckiens, ce sont les transferts qu'on va appeler les transferts d'assurance, tels que l'assurance chômage ou les retraites. Et donc eux, ils sont plus importants pour les individus qui ont un salaire plus élevé. D'accord ? Et donc, dans ce cas, c'est le cas pointillé. Donc c'est tout en haut au niveau du PIB. Donc on a une forte augmentation du PIB, encore une fois, parce que les gens vont travailler plus. On va se retrouver à un niveau qui est assez similaire au scénario du gouvernement. Donc même si on a un PIB qui est plus fort, ce qui se passe, c'est que ces transferts sont taxés en général, et donc on va avoir moins de recettes. Donc les deux effets vont se compenser. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est qu'au niveau des inégalités, on va être capable de limiter fortement la hausse des inégalités. Hein. Ça va être la courbe le plus en bas sur le graphique de droite, parce que voilà, ces transferts bismarckiens sont plutôt importants pour les agents qui ont un plus fort revenu, et donc les inégalités vont n'augmenter que. Ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement donc prévoit un scénario de consolidation fiscale qui semble crédible, d'accord. Il est probable que la dette se stabilise en 2028 puis se réduise s'il est capable de diminuer ses dépenses telles qu'il le prévoit. Mais on peut faire mieux, d'accord. On peut mettre en place une règle budgétaire, par exemple de type frein, pour améliorer l'efficacité. Donc ça amènerait plus de croissance et une dette plus faible. Et ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que la composition des efforts budgétaires est extrêmement importante, d'accord. Si on accroît la contribution des transferts bismarckiens, dans l'acceptabilité de la consolidation, puisqu'on aura plus de croissance et moins d'inégalités. Enfin, un dernier point, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les montants en jeu sont énormes, d'accord. La somme des économies budgétaires prévues par le gouvernement pour stabiliser la dette est extrêmement important, d'accord. On est sur 485 milliards d'euros sur 5 ans, c'est-à-dire quasiment 100 milliards par an. Donc, pour avoir un ordre d'idée, hein, si on compare avec un certain nombre de mesures, rapidement, on peut voir que désindexer les retraites, 84 milliards, donc seulement 17% de l'ajustement. Donc finalement, dans ces différentes mesures qu'on peut regarder, la seule finalement qui se rapproche de cette somme,
ce serait de n'indexer aucune dépense sur l'inflation. D'accord ? Et dans ce cas, on arriverait autour de 350 milliards sur 5 ans, soit 72% de l'ajustement. Voilà. Merci.